Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on parle de no-code et si vous n'en avez pas encore entendu parler, ce sera certainement l'un des mots que l'on retiendra en 2021 car c'est l'une des plus grosses tendances en France en ce moment. On en parle avec mon co-animateur Abdel Amrani qui a quand même un profil de développeur, donc j'ai hâte de savoir ce qu'il a à nous dire à ce sujet. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, rangez votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Je vous invite à partager le podcast autour de vous afin de faire profiter un maximum de monde de nos conversations. Aussi, n'hésitez pas à échanger avec nous dans les commentaires sur YouTube. Salut Abdel, comment ça va ? Ça va très bien et toi Florian ? Ça va nickel. Écoute, aujourd'hui on a un sujet très intéressant et je t'avoue que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. En fouinant un petit peu sur internet, j'ai découvert le no-code comme je disais en intro, un profil un peu de développeur. Déjà, si tu veux revenir sur ton parcours, n'hésite pas. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le no-code ? Comme tu l'as mentionné, c'est une nouvelle tendance qu'on voit aujourd'hui sur le marché du développement logiciel, le monde des startups, puis même aussi, je dirais, le monde du marketing, parce que c'est très utilisé pour ça. Ouais, comme tu disais, en fait, j'ai déjà été par le passé un software engineer, comme on dit. Donc, je connais très bien ces tendances, puis on va définir un peu c'est quoi, et tu vas te rendre compte que tu en as déjà fait depuis toujours, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est devenu une tendance un peu plus développée, avec plus d'outils, plus de compagnies qui s'y intéressent, donc c'est pour ça qu'on en parle un peu plus. Donc, en fait, quand on dit no code, en fait, on fait référence à zéro code, donc le fait de pouvoir faire une composante logicielle, une plateforme, un workflow sans forcément écrire une ligne de code. Donc en gros, aujourd'hui, c'est utilisé pour créer sa propre plateforme numérique, en fait, un site web ou une application, encore une fois, sans écrire une ligne de code. Donc, en fait, aujourd'hui, on voit que ça concerne plus les personnes qui ont une idée, un projet ou un produit qu'ils veulent lancer, qui maîtrisent pas forcément les outils et les langages de programmation, donc qui savent pas vraiment coder et qui veulent en fait cette capacité à créer une plateforme, une application, lancer leur business avec un minimum de connaissances et aussi un minimum de coûts, puisque le no-code aujourd'hui, ça coûte un peu moins cher que d'engager un développeur. Donc en gros, ce que ça permet, c'est ça permet de rapprocher un peu les personnes qui sont pas techniques avec des concepts techniques sans forcément y mettre les pieds. Donc c'est tout simplement ça le no-code. Et si on pouvait donner quelques exemples, quelques noms d'outils qui existent, qui sont labellisés, on va dire no-code, qu'est-ce que tu peux nous citer, par exemple ? Juste pour faire rappeler les gens, c'est quoi les outils qu'on utilisait avant qui sont considérés no-code avant d'arriver à ceux d'aujourd'hui ? Parce que je pense que les gens qui n'ont pas fait de no-code depuis plusieurs années seraient surpris de voir tous les outils qui existent aujourd'hui. Par exemple, les gens qui créent des sites web avec WordPress. Ça, c'est considéré un peu du no-code. Tu n'avais pas besoin d'avoir des compétences en PHP pour faire ça. Tu avais un framework qui le faisait pour toi, tu avais des petites étapes quand même que les gens considéraient que c'était un peu plus technique, mais dans le fond c'était juste t'avais des étapes à suivre et t'avais ton site web qui était créé, quoi. Après le no-code, c'était plus les petits plugins qu'on ajoutait à son site WordPress qui permettaient de monitorer par exemple le trafic, faire du SEO, suivre par exemple s'il y a des attaques sur son site, des plugins qui permettaient de réduire les tailles des images et tout. Ça, c'est du no-code en fait. C'est des plugins qu'on achetait qui étaient tout faits, des petites composantes qu'on ajoutait qui venaient s'intégrer avec sa plateforme. Dans ce cas-là, on parlait de WordPress. Et voilà, on n'avait pas besoin de coder ça, on avait besoin d'avoir une fonctionnalité. Au lieu de mettre le nez dedans et la coder, ce que beaucoup de gens faisaient à l'époque, parce que les plugins, c'était pas... Quand je dis à l'époque, je parle il y a plus de 10-15 ans. Il n'y avait pas autant de plugins qui existent aujourd'hui. Il faut rappeler que WordPress, aujourd'hui, je pense la majorité des sites web sont hostés par WordPress, ce qui est quand même incroyable. Les blogs, à l'époque, c'était que WordPress. Et puis, des fois, les gens disaient « Ah, je peux pas faire ça. Ça... » Et là, tu vois, c'est là où les gens mettaient un peu le nez dedans, puis ils codaient des petits trucs. Donc, le no-code, justement, il vient pour combler ce besoin-là de ne pas avoir besoin de coder quelque chose. Après, on en parlera un peu plus tard. C'est quoi les avantages du no-code, puis c'est pourquoi le no-code remplirait pas les besoins de tout le monde, quoi. Et toi, est-ce que tu
Tu codes encore, j'imagine, même si ton métier s'y prête un petit peu moins. Est-ce que tu utilises des outils no-code ou pas du tout? Oui, je pense qu'on utilise tous aujourd'hui des outils no-code sans forcément se rendre compte. Tu vois, par exemple, les applications mobiles qui permettent de faire de l'automatisation. On en parlera plus tard, là, les if this and that. Zapier, Webflow, toutes ces applications en fait qui aujourd'hui te montrent un peu, te donnent une liste de tous les produits et les API qui sont disponibles et te demandent de créer ton propre workflow sans forcément coder la fonctionnalité soi-même ou même coder l'intégration entre plusieurs produits. Donc là, j'ai cité WordPress tout à l'heure, mais il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont devenus vraiment spécialisés dans nos codes et on en parle plus aujourd'hui parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui se posent la question, est-ce que le no-code c'est suffisant pour mes besoins ou faudrait que je reste quand même sur ce modèle où j'ai besoin d'engager une équipe de développeurs logiciels pour justement construire ma plateforme. Donc voilà, c'est ça les enjeux aujourd'hui. Je cite aussi, comment il s'appelait l'outil de Adobe qui existait à l'époque, Dreamweaver, en fait, qui te permettait de créer des pages HTML, CSS sans forcément écrire une ligne de code. C'était quoi? C'est des blocs que tu faisais du drag and drop, right? Ouais, c'était une interface visuelle en fait. Tu créais ton site internet visuellement et puis sur les côtés, tu avais un petit peu comme sur Photoshop des calques et tu disais cette page ou ce bouton est relié à tel truc et tout. C'était moi j'avais des cours de Dreamweaver et c'était déjà ça va me vieillir un peu mais c'était il y a 10 ans quoi. Ouais, exact. Et tu vois, c'est drôle parce que quand j'avais commencé à faire de la programmation, il y a plusieurs années, là, je pense que j'avais 16-17 ans, à l'époque, on pouvait coder ce qu'on appelle le back-end, on faisait du code, mais quand on arrivait à créer son interface utilisateur, c'était un peu différent, c'était un peu chiant. Et puis, du coup, il y avait des outils qui existaient pour développeurs pour faire justement créer une interface utilisateur. Par exemple, moi, je te dis, quand je faisais du Java à l'époque, Swing, ça s'appelait Swing en fait. C'était une librairie qui te permettait justement d'avoir visuellement un container, un bloc comment t'appelles ça, un conteneur de données et tu pouvais dedans dire bon bah ok je veux 5 cm par ce côté-là, 5 cm de l'autre côté, sans écrire une ligne de code, juste et dropper faire des drag and drop de composantes. Tu vois, même en tant que développeur, quand j'ai commencé plus jeune, il y avait ces outils-là. J'aimais pas du tout faire les interfaces utilisateurs. C'est chiant comme truc, faire du front-end. Et du coup, il y avait ces outils-là. Avant que je commence à découvrir JavaFX, qui lui, c'est une librairie qui te permet vraiment de coder et tout ça. Donc en fait, ce que moi, ça me permettait en tant que jeune développeur, c'était de voir si ce que je voulais faisait du sens. Est-ce que j'ai une base avant de rentrer dedans puis commencer à changer le code et tout ça. Donc j'avais une base faite à partir de no code et par la suite je commençais à coder. Mais pour revenir à ta question, il y a énormément d'outils aujourd'hui qu'on utilise, on ne se rend pas compte. IFT aujourd'hui c'est utilisé par beaucoup de gens, IFTTT c'est utilisé par beaucoup de gens, ça c'est du no code, c'est vraiment du no code. Mais on va arriver. Et encore, je crois que beaucoup de gens sont partis sur Zapier parce que IFTTT est devenu, a changé un peu son modèle économique. Exact. Qui avant était principalement sur du gratuit déjà de base, et puis a basculé sur un système d'abonnement payant. Et là, beaucoup de gens sont partis sur Zapier, il me semble, parce que c'était moins intéressant pour eux. Ouais, exact. Et tu vois, quand on disait WordPress, je pense que même aujourd'hui, tu peux avoir un site web transactionnel avec un système de shipping mondial en utilisant seulement des plugins, en fait, sans connaître aucune base en PHP. Et il y a une communauté énorme, surtout ici à Montréal. Il y a un groupe, en fait, WordPress. Ces gens-là, ils manquent pas de travail. Il y a énormément de clients qui veulent des sites WordPress qui eux, vont coûter un peu moins cher. Aujourd'hui, faire du WordPress, c'est considéré comme du développement. Il y a des gens qui voient ça comme faire du code. C'est tellement on peut personnaliser. Mais tu vois, aujourd'hui, on a des plateformes. Tu peux construire une plateforme, avoir un site clé en main en utilisant des plateformes comme Wix, c'est ça? Comme Squarespace. Eux, ils sont aux États-Unis, sont bien implémentés. La liste est très longue quand même. Il y a une demande assez grandissante. Et ces boîtes-là, aujourd'hui, sont... Wix, moi je te dis à l'époque, j'ai déjà essayé de faire du Wix.
pas parce que je voulais le faire, mais quelqu'un tenait absolument à faire du Wix, ou quelqu'un qui avait déjà un site Wix, puis il voulait juste le maintenir. Puis je comparais avec WordPress. Wix, à l'époque, tu pouvais rien faire. Hein. Il donnait un template, et si tu n'avais pas ce que tu voulais dans le template, fallait que tu changes de plateforme, quoi. Fallait que tu ailles ailleurs. Ouais. Alors qu'à l'époque, WordPress, si tu bidouillais un peu, tu pouvais un peu aller changer le code, jouer un peu sur le template, puis avoir un peu plus de flexibilité. Mais ça fait partie des points qu'on va discuter, là, la différence entre les plateformes no-code et les plateformes qui sont 100% codées par des développeurs. Justement, t'en parles un petit peu, mais quelles sont, selon toi, les limitations que peuvent avoir le no-code ? Tu l'as dit un petit peu par rapport au site internet, mais comment tu le vois, toi, en tant que développeur ? En fait, quand on fait du no-code, à un moment donné, on va frapper un mur, on va frapper un plafond. Et ça, c'est en termes de performance. Parce que souvent, le no-code n'est pas fait pour un site. C'est fait de façon générique. Donc, c'est fait pour monsieur, madame, tout le monde. Pour que ça marche pour un site un site qui va avoir du trafic, un site qui n'a pas besoin de trafic, mais qui va avoir besoin des moments de pic, en fait. Donc là, tu vas frapper des problèmes de performance. Tu vas frapper le côté évolutif, en fait. Quand tu veux continuer à faire évoluer ton site, ta plateforme. En fait, on dit scalability en anglais. Quand on code quelque chose, il faudrait que ce soit scalable. Le no-code, c'est pas toujours scalable. Donc, tu dépends beaucoup du développeur qui, lui, a créé justement cette composante no-code. Donc, et tu sais comment ça marche, tu peux pas influencer le roadmap de quelqu'un. Donc, il faut que tu attendes que cette personne ait défini son besoin, qu'elle ait compris qu'il y a plusieurs personnes puis que ça va lui apporter des revenus avant de commencer à développer quelque chose. Donc, tu dépends de cette personne-là. Une nouvelle intégration. Donc, quand tu veux rajouter, parce qu'au début, on commence avec une plateforme avec un minimum de besoins. Après, on commence un peu à ajouter un tout petit peu plus de fonctionnalités, d'outils. Là, il faut que tu attendes que le développeur le fasse pour toi, à moins que tu décides de mettre le nez dedans. Et aussi, faire du custom development, c'est difficile avec du no-code. Mais j'aimerais bien revenir sur un point, parce que moi, je fais la différence entre... aujourd'hui, on parle beaucoup de développement, puis moi, je vois qu'il y a quand même une différence dans le développement. Il y a une différence entre cette capacité-là à créer des sites web, donc des plateformes web avec un minimum d'effort, qui est quand même quelque chose. Ça, c'est des sites web. Et il y a aussi les outils de scripting. Ça, c'est autre chose. Je considère que c'est pas du tout la même chose. Donc, du no-code, bien évidemment, il intervient sur les deux composantes, les sites web, les plateformes, ce que tu as mentionné tout à l'heure, avoir un site transactionnel avec du WooCommerce. Et puis, tu as aussi les outils de scripting. Tu vois, moi, je n'utilise pas la première partie. J'en ai fait dans le passé. Je fais pas de site web aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Mais par contre, je fais beaucoup de scripting. Et quand j'ai commencé, on en a déjà parlé dans un épisode précédent où est-ce que je faisais de home automation. C'est moi qui construisais les intégrations des API des plusieurs produits. Je le faisais moi-même. Et j'ai arrêté pendant quelques années, et quand je suis retourné pour voir, j'ai vu qu'aujourd'hui, il y a énormément d'outils de no-code où ils ont développé des API pour ces produits-là, ils ont développé l'intégration entre ces API-là, et je me suis retrouvé avec des outils clés en main. J'ai pas besoin de coder ça, j'ai pas besoin de perdre mon temps à essayer de créer des librairies, ils sont déjà là. Donc, c'est là où moi, ça m'intéresse le plus aujourd'hui. Et là, on va rentrer dans des outils comme IFTTT, que j'utilisais beaucoup à l'époque, mais que j'ai arrêté très rapidement parce que, encore une fois, il n'y avait pas assez d'API disponibles, c'était limité en termes d'utilisation, et vu que je sais comment faire des bash scripts, j'ai commencé à faire les miens, et puis là c'était beaucoup plus puissant. Aujourd'hui je peux faire beaucoup plus que ce que ces outils me proposent. Zapier, j'ai essayé, mais je pense qu'ils ont un modèle qui... C'était payant, puis à l'époque, je voulais pas vraiment mettre de l'argent sur quelque chose que moi-même je pouvais faire, donc j'ai essayé très rapidement. Il y a Webflow aussi, qui est très connu. Je pense que le modèle économique est... aujourd'hui, ça prend quand même un bon forfait, là, si tu veux utiliser. Je pense pas que tu as des parties gratuites, à moins que si, il y a une partie gratuite, dans le sens tu peux avoir un site web qui aura l'extension Webflow. Je sais pas quoi, et tu vas être peut-être limité en nombre de pages ou de fonctionnalités ou ce genre de choses. Tu as des modules après que tu peux débloquer si tu payes un abonnement. Ce qui est très fair. Il donne un peu un aperçu de ce que le... Bien sûr. Ce qu'ils sont capables de faire, puis par la suite, si tu penses que ça correspond à tes besoins, tu peux commencer, tu peux payer. Après, il y en a qui sont open source, comme N89.
Non, c'est N8NIO, je pense, si je me trompe pas du site. Ça, c'est une plateforme qui est open source. Ça, j'ai déjà utilisé ça l'année dernière. Je commençais à jouer avec et puis franchement, c'est vraiment puissant. Mais ça, c'est un peu du no-code c'est pas du low-code, mais il faut que tu aies quand même une base en scripting pour faire ce genre de choses. Mais tu sais, les gens qui utilisent des iOS, l'écosystème iOS, aujourd'hui, tu as Shortcuts qui est puissant, qui est une boîte qui a été rachetée par Apple, qui a été renommée Shortcuts. Aujourd'hui, c'est puissant tout ce que tu peux faire. Après, tu n'as pas une intégration avec d'autres API un peu plus ou moins professionnels, parce que si tu vas sur des sites, si tu vas sur des outils comme Integromat et tout ça, en fait, tu as vraiment des trucs plus professionnels, genre Salesforce, pour les entreprises qui veulent lier par exemple la partie comptabilité avec la partie ressources humaines, avec la partie enfin tout ce qui est relié à l'administration et à la gestion d'une entreprise. Ça, c'est vraiment puissant si tu veux générer des factures, si tu veux faire des choses comme ça. Donc ouais, c'est ça, je voulais mentionner cette différence, c'est faire des sites web et faire du scripting, parce que faire des sites web, je sais pas comment le définir, mais c'est des langages, faire du HTML, faire du CSS, il faut que tu compiles ton code, il y a des choses qui viennent avec ça. Et l'autre côté, c'est faire du scripting, qui aujourd'hui est disponible en fait facilement. Donc en fait, tu as des API, puis tu as besoin de faire l'intégration. Même des fois, l'intégration est faite pour toi entre un produit X et un produit Y. On a déjà parlé, faire des triggers, un peu ce que fait IFT. Donc tu as un produit... par exemple, il fait 30 degrés chez toi, il y a un produit X qui te donne cette information-là et tu veux, par exemple, faire une action par rapport à cette donnée-là, donc sur un produit Y. Donc, tu as deux API. Soit toi, tu vas faire la partie intégration à l'intérieur pour les deux, ou il y a des outils qui te disent exactement, bon, tu fais juste drag and drop le premier produit sur A et le deuxième produit sur B, puis tu vas avoir ton workflow qui est créé. Mais c'est intéressant. Moi, je trouve que ces outils-là sont vraiment puissants. Et puis aujourd'hui, développeur ou pas développeur, c'est utile pour tout le monde. Donc, c'est que du bénéf. Bon, je vais faire un petit peu la comparaison qu'on avait évoquée dans un épisode précédent par rapport aux vidéastes, et notamment aux caméramans. Est-ce que les développeurs, donc je vais prendre l'équivalent des caméramans de télé, par exemple, qui ont l'habitude d'avoir des grosses caméras et tout ça, c'est un petit peu l'équivalent des développeurs qui ont dans leurs racines le code à 100% et le no-code, c'est le mal. Est-ce que justement c'est le mal à 100% le no-code et ils veulent pas en entendre parler, tout comme les caméramans d'il y a 30 ans veulent pas entendre parler des DSLR ou des smartphones. Est-ce que c'est la même chose pour toi, ou est-ce que c'est mieux accepté et les développeurs utilisent des outils no-code pour faciliter leur travail ou gagner du temps, on va dire? Un peu des deux en fait. Et puis encore une fois, je m'excuse de faire que des différences sans dénigrer personne ici, sans dénigrer développeurs. Il y a dans le métier de développeur aujourd'hui, vu que c'est accessible à tout le monde et que l'apprentissage est disponible sur le web pour tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont devenus développeurs. Mais moi, je fais quand même une différence entre un développeur. Souvent, c'est des gens qui font du web, que ce soit du back-end ou du front-end, ce qu'on appelle des software developers, avec les ingénieurs, en fait, les software engineers ou les software designers, selon les pays ou selon les réglementations. Moi, aujourd'hui, sur le produit sur lequel je travaille, quand on engage quelqu'un qui va travailler sur notre produit, qui est quand même une industrie assez spécialisée avec ses propres caractéristiques et tout. On veut des gens quand même qui ont des compétences reliées un peu au management, un peu à l'autogestion, des capacités d'apprentissage assez importantes. En fait, qui sont des aptitudes et des capacités d'ingénieur, qui sont pas forcément des capacités de développeur. Un développeur, il va juste exécuter ce que tu lui demandes, tandis qu'un ingénieur, lui, il va faire un peu la conception, un peu la partie design du produit. Donc, il faut être capable de s'adapter à l'industrie, comprendre que ce soit le broadcast, que ce soit l'aéronautique, que ce soit l'aviation, la VR, l'AR. C'est pas juste des gens qui savent faire l'intégration HTML, CSS. Alors, pour revenir à ta question, je pense que ces gens-là, cette deuxième catégorie-là, eux, ils sont peut-être menacés par le no-code. Donc, si ton travail, c'est seulement faire une intégration HTML, CSS, puis faire des sites web avec WordPress en ayant des bases en PHP,
le no-code peut venir vraiment te déranger dans ta carrière professionnelle parce que il va complètement remplacer ce que tu fais. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu continuer à s'équiper, à s'armer, à s'outiller. Ce qui n'est pas le cas, en fait, des développeurs parce que je connais pas un outil aujourd'hui qui va venir remplacer cette partie conception, cette partie design. Parce que faire un produit logiciel, c'est pas que coder. Coder, c'est seulement une partie et c'est vraiment minime en termes de ressources, d'efforts et même de budget. Donc la partie conception, la partie où il faut aller rencontrer les clients, un peu ce que je fais dans mon travail tous les jours, parler aux clients, comprendre un peu c'est quoi leurs besoins, définir leurs besoins. Ça, c'est une partie importante. Ça, je pense pas que le no-code demain va remplacer ça. Donc, aujourd'hui, je me vois mal conseiller à un client à construire une plateforme 100% en utilisant du no-code. Je pense que ça fait pas de sens parce que tu vas juste mettre quelqu'un dans une situation où il y aura énormément de contraintes en termes de tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure, le côté évolutif, le côté performance, le côté maintenance surtout parce qu'un logiciel, ce qui coûte le plus cher, c'est la maintenance. On le code en 1 an ou 2 ans, le logiciel, mais il est maintenu pendant plusieurs années. Il y a des gens qui travaillent sur ce logiciel pendant plusieurs années pour le maintenir. Le no-code aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de boîtes qui se créent des outils, donc il y a la connaissance ou on va dire le business intelligence est seulement sur cette compagnie-là et les gens qui travaillent dans cette compagnie. Le jour où la compagnie va fermer, qu'est-ce qui va arriver à ce plugin ou à cette plateforme? Ce qui va se passer, c'est que tu n'auras plus personne qui va supporter ton travail. Tu as déjà investi énormément d'argent et si la boîte ferme, c'est plus compliqué. Tandis que si c'est du code, n'importe quel développeur qui sait dealer avec des classes ou avec... on ne rentrera pas dans les détails techniques, mais quelqu'un qui sait coder, quelqu'un qui est développeur, ingénieur logiciel, serait capable de reprendre la plateforme et l'améliorer, travailler sur sa maintenance, l'évoluer et ainsi de suite. Donc c'est ça en fait la différence que je fais entre les deux. Je trouve que c'est important, encore une fois, on ne veut pas dénigrer des développeurs. Moi, je trouve que j'ai commencé en tant que développeur, je veux dire, avant d'aller à l'université, pendant que j'étais au lycée, je faisais du code à la maison. J'ai appris ça sur, on en a déjà parlé, le site du zéro. J'étais très intéressé par tout ce qu'on pouvait faire avec ces outils-là. J'ai commencé comme ça. Et puis voilà, c'est pas dénigrer des développeurs, c'est juste pour dire que les gens qui se contentent aujourd'hui de faire de l'intégration HTML, CSS, faites attention parce qu'il y a des outils aujourd'hui qui vont arriver et qui risquent de vous concurrencer ou même s'ils ne vont pas abolir vos métiers, ce qui va se passer, c'est que vos métiers vont être un peu du cheap labor. Ça va être genre des jobs qui sont moins payés parce qu'il y a des outils automatisés qui existent pour remplacer un peu ce que vous faites. Désolé pour tous les anglicismes. Pas de souci. La plus-value entre les deux, du coup, elle est un petit peu moins importante entre un métier de développeur pour les sites internet comme ça, simple entre guillemets, et des outils de no-code. Au final, les gens vont peut-être préférer s'orienter vers un outil no-code pour un budget moindre. Et puis ça va un peu baisser le tarif de ces gens-là, quoi. Exact. Et puis le no-code, faut pas avoir honte de commencer avec du no-code. Des fois, on a une idée, on est jeune, on veut lancer une start-up. C'est la tendance aujourd'hui. Les gens arrivent à réaliser en fait leur concept. Aujourd'hui, commencer une plateforme avec du no-code, c'est très bien parce que ça te permet en fait de définir tes besoins, ça te permet de regarder un peu l'idée de faire confirmer ton concept en fait, pourquoi je veux le faire, à qui il s'adresse, bien comprendre justement l'enjeu qu'on veut soulever, le problème qu'on veut résoudre, valider son concept et surtout ce qu'on appelle faire du product market fit. Donc on veut en fait arriver à des amalgames où est-ce que on va arriver en fait à un moment où est-ce que on va avoir une parfaite, j'essaie de trouver le mot, une parfaite intégration entre ton produit et le besoin sur le marché. Tu sais, le product market fit, c'est ça en fait. Mm-hmm. Et ça, des outils no-code à moindre coût, sans forcément investir dès le début des sommes incroyables, on peut valider son concept. On peut se dire, OK, l'idée que j'avais en tête, finalement, il y a un besoin, il y a un marché, il y a des clients. Et j'ai une plateforme, malgré qu'elle ne soit pas scalable, malgré qu'elle ne soit pas performante, malgré qu'elle ne soit pas maintenable, au moins j'ai quelque chose à moindre coût, j'ai quelque chose que je peux montrer aux clients. Donc ça, c'est la première utilisation. C'est à partir de ce moment-là où tu peux basculer, une fois que tu as trouvé, comme tu dis, ton product market fit, basculer avec des développeurs qui vont te coder vraiment l'application ou le site
qui va être lui scalable pour le coup pour avoir beaucoup plus de support derrière sur les années et accueillir beaucoup plus de trafic sur ton site ou ton appli. Exactement. Après, tu peux construire ta plateforme parce que tu aurais des fonds, tu aurais des moyens qui sont supérieurs à ceux que tu avais quand tu as commencé. Et là, tu peux te permettre d'investir dans une plateforme. Là, tu vas investir dans quelque chose qui va être durable, qui va être maintenable et tout. L'autre utilisation que moi, je vois pour du no-code, c'est aujourd'hui, quand je vais voir un client, on parle de fonctionnalités. C'est difficile de faire des prototypes, c'est difficile de montrer quelque chose. Donc, si on a des outils no-code aujourd'hui qui nous permettent de faire du drag and drop, ce qu'on appelle en fait du what you see is what you get. Donc, je prends des trucs, je construis quelque chose, je vais voir mon client, je lui montre. Je lui dis, en gros, ça, c'est le prototype, ça, c'est une maquette de ce que tu vas avoir comme produit final. Le client va avoir un feedback beaucoup plus concret que si sur papier on se dit je vais être capable de faire ceci, je vais être capable de faire cela. C'est beaucoup plus difficile d'imaginer ça. Mais si tu fais une interface utilisateur et que tu lui montres en gros voici un prototype de ce que je vais te livrer au final, le client, je pense qu'il va être très content, il va vous prendre au sérieux et puis tu risques d'avoir des contrats avec ce même client dans le futur. Donc ça, c'est très puissant, je trouve. Donc tu vois, par exemple, les product managers, les product owners, même les chefs de projet et tout ça, c'est des gens qui peuvent se servir du no-code pour justement aller rencontrer les clients et leur montrer quelque chose qui est plus concret, plus palpable en fait. Et est-ce que tu penses que no-codeur, ça va devenir un vrai métier ? Ou est-ce que ça va être simplement une compétence, comme tu disais, pour des chefs de projet, de maîtriser certains outils et ensuite de les utiliser dans leur métier de temps en temps selon toi, qu'est-ce que ça va devenir ? Je pense que ça va être absorbé par les gens qui aujourd'hui ont des agences de développement, on appelle ça des agences de développement logiciel, mais qui font du WordPress par exemple. Faire du WordPress aujourd'hui, c'est un métier à part entière. Il y a des gens qui font des centaines de milliers de dollars là, en revenus en faisant des sites WordPress. Il y a une clientèle, il y a une demande. Surtout qu'il y a énormément de sites qui, à l'époque, n'ont pas été bien faits en termes de performance. Donc, la job aujourd'hui, c'est de maintenir ces sites, les rendre performants. Quand il y a des nouveaux plugins qui sortent, il faut que ce soit compatible. Donc, si le site est lent, tu vas engager un analyste qui va analyser un peu ton site, qui va regarder c'est quoi les faiblesses de ton site, qui va les corriger. Je vois bien ces gens-là, ce type de développeurs-là, parce qu'aujourd'hui, ces gens se décrivent comme des développeurs. Ces développeurs-là peuvent utiliser ces outils de no-code. Ils vont proposer ça comme une autre arme, en fait, dans leur portfolio qu'ils vont proposer à leurs clients. Donc, je vois bien des boîtes. Mais je ne serais pas surpris de voir aujourd'hui des boîtes tenter de faire le 100% no-code. C'est juste qu'à mon avis, ce ne sera pas un investissement pour le futur. C'est quelque chose qui va servir son besoin très rapidement, mais que dès qu'on va vouloir faire grandir un peu ses idées et aller chercher un marché plus gros, là, on va se rendre compte que c'est pas forcément le truc qui évolue le mieux. Après, je me dis peut-être que ces outils no-code, ça peut être aussi des outils parfaits pour des indépendants. Admettons un indépendant qui veut créer son site internet, mais qui sait qu'il n'a pas besoin de le faire évoluer énormément, tu utilises un petit... même pas un Webflow, mais un Wix ou un truc comme ça suffit amplement, en fait, quand t'es tout seul ou quand t'as une petite équipe. En fait, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, en fait... Un petit un Airtable ou un Notion pour gérer des bases de données d'une toute petite boîte. Absolument. Est-ce que tu as besoin vraiment d'aller chercher un truc énorme et de coder après un site internet beaucoup plus complexe ? Je pense pas. Absolument, tu as tout à fait raison. Ouais, pas besoin d'aller chercher des trucs. Donc au final, ça dépend des besoins et il n'y a pas nécessairement... tu l'as dit, c'est aussi pour valider des projets, etc. Quand tu as une idée d'entreprise, de start-up, mais pour des plus petites entreprises, des plus petites sociétés, ou des personnes seules, honnêtement, je pense que les outils no-code peuvent largement suffire. Une petite application qui peut même être utilisée en interne ou ce genre de choses, ça marche. Tout à fait, exactement. Il faudrait juste choisir les bons outils en fait no-code. Faut pas tomber sur des outils qui vont coûter peut-être moins cher. Et qu'au final, tu vas être obligé d'aller mettre ton nez dedans puis essayer de comprendre comment ça marche. Parce qu'en fait, le no-code, c'est un concept qui existe dans le développement logiciel, ce qu'on appelle du développement black box. On appelle ça une boîte noire. Donc, une boîte noire, je ne sais pas ce qu'il y a dedans.
tout ce que je sais, c'est ses input et ses output. C'est l'API qui me permet de communiquer avec. Mais s'il faut que j'aille fouiller j'ouvre le black box puis je regarde ce qu'il y a dedans pour comprendre comment ça marche, là, ça casse un peu le concept du no-code. Donc, il faudrait juste choisir les bons outils. Là, on voit énormément de boîtes. Il y en a qui ont plus de 3 ans, il y en a qui ont même plus de 5 ans. Il faut juste aller voir des produits qui sont un peu plus matures. Faut pas avoir peur de payer parce qu'encore une fois, au début, c'est un investissement qu'on fait. Il faut juste pas que l'investissement soit énorme. Faut pas que ce soit un investissement. Tu dis, ouais, ok, de toute façon, c'est pour 10 ans. Non, ce sera pas quelque chose pour 10 ans. Il faudrait que tu investisses pour rencontrer un objectif. Donc, si tu veux montrer, par exemple, ton produit à des investisseurs ou des fonds de... Donc voilà. Et si on parlait un peu du low-code, Abdel, on en a parlé un tout petit peu avant. Qu'est-ce que toi, tu penses du low-code ? Tu vois, le low-code, c'est un autre concept. Je pense qu'il est un peu réservé quand même aux développeurs parce qu'aujourd'hui, quand on fait du développement logiciel, on a des outils low-code. Donc, ça peut être des blocs de fonctionnalités qu'on a déjà codés par le passé, qu'on a packagé dans une librairie, puis dans le futur, on va les utiliser. Donc, la personne qui va utiliser cette librairie-là n'aura pas besoin de faire le low-code. Le low-code, je le vois comme, en fait, j'ai des API qui sont déjà construits. Et puis moi, j'aurais besoin de faire juste l'intégration en fait entre les deux API. Donc, il faut que je les fasse communiquer. Donc, en fait, je vais coder la partie intégration. Donc, tu peux le voir comme ça. Ou tu peux le voir aussi comme les outils qu'on utilise pour le développement, là, les IDE. Souvent, tu as des plugins en fait, qui viennent avec, qui, eux, encore une fois, tu as une description de ce que ça te permet de faire, mais tu ne sais pas à l'intérieur comment c'est codé. Donc ça, c'est du low-code. Donc, encore une fois, c'est un outil utilisé par les développeurs. Par exemple, les gens qui font du C# sur du Visual Studio, tu as ReSharper qui est très connu pour ça, en fait. Dès que tu achètes ta licence Visual Studio, tu prends le plugin ReSharper parce que tu sais que ça va te sauver énormément de temps et tu vas pas réinventer la roue. C'est ça, en fait, le concept. Il ne faut pas réinventer la roue, il faudrait réutiliser le code. Et encore une fois, dans les concepts de programmation, la réutilisation est un concept très important. C'est un des piliers en fait de la programmation. Il ne faudrait jamais coder quelque chose 2 fois. Il faudrait réutiliser du code. Et ça, on tombe dans les concepts de low-code. Après, je ne connais pas ça très bien dans le sens où je ne connais pas ce que veut dire la tendance aujourd'hui low-code, mais le low-code pour moi, c'est justement cette partie-là. Bon, en tout cas, que ce soit low-code ou no-code, j'ai l'impression que le métier de développeur n'est pas spécifiquement en danger. Il n'y a pas forcément à s'inquiéter si vous êtes développeur ou codeur, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, mais il y a encore un bel avenir pour ces métiers-là. Et le no-code, on va dire que c'est pour surtout faciliter la tâche des codeurs ou alors avoir même plus de travail encore parce que tous les gens qui vont essayer de faire du no-code et qui vont valider leurs produits, ils vont ensuite venir vous voir pour développer des projets plus concrets. Donc, ça reste un métier qui va durer et le développement n'est vraiment pas terminé. Non, pas du tout, je pense pas. Et puis en fait, les gens qui font du code, c'est des codeurs, quoi. Donc si tu veux créer du code, encore une fois, on tombe dans les mêmes discussions qu'on a depuis plusieurs années sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va remplacer les développeurs? Est-ce que ça va remplacer certains métiers? La réponse est définitivement non. Ça va remplacer certains usages. En fait, on veut des gens qui sont capables de comprendre les enjeux. On veut des gens qui travaillent sur des solutions adaptées, pas juste du générique, parce que ces outils de no-code et de low-code, encore une fois, c'est du générique. Moi, aujourd'hui, je connais pas d'outil qui permet de faire ça. Donc, et c'est pas demain que ça va arriver. Hein. Donc, je risque de me faire lapider en disant ça, mais on parle très souvent d'intelligence artificielle, tu sais, alors que l'extrême majorité des cas, ce sont simplement des arbres, des décisions binaires, en fait, logiques, avec des limites et des biais qui sont reliés aux personnes qui les ont créés. Donc, ça prend toujours quelqu'un qui va créer ces choses-là avec tous les défauts qui existent. Moi, je connais très peu d'outils ou de logiciels qui font du vrai, en fait, je dis du vrai, qui font de l'apprentissage machine, là, du deep learning. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On peut en parler dans un autre épisode, mais c'est pas demain que le métier de développeur ou d'ingénieur logiciel sera menacé par du code, du low-code ou de l'intelligence artificielle. Parce que, encore une fois, ce sont ces gens-là qui contribuent à créer ces outils-là. Donc, ne vous inquiétez pas. Mon conseil personnel aux gens qui veulent se lancer et qui hésitent,
Moi, mon parcours, j'étais pas destiné à faire j'ai fait, comme j'ai dit, du développement logiciel quand j'étais plus jeune, mais je suis ingénieur en fait en d'autres domaines, là, pas du tout dans le domaine logiciel. Et puis quelques années après, j'ai vu le potentiel et je suis allé chercher le diplôme qu'il faut, ingénieur développement logiciel. Et franchement, je trouve que l'industrie est énorme, il y a énormément d'opportunités. On est en train de construire quelque chose de nouveau. Faut pas se dire okay, ça existe depuis 30 ans. Ça existe beaucoup plus longtemps que ça, mais on est encore au début de ça. Donc, en fait, il y a énormément de... Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous lancer en développement logiciel, allez-y. N'ayez pas peur que demain, votre métier soit menacé par des outils d'automatisation ou d'intelligence artificielle. C'est pas demain que ça va arriver parce que c'est vous qui allez créer ces intelligences artificielles. Donc, allez-y. Merci Abdel, merci beaucoup, merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast sur votre appli préférée ou bien directement sur YouTube. Prenez soin de vous et d'ici le prochain épisode, je vous dis à très vite dans votre poche.